American 11, turn 20 degrees right. 20 right, American 11. The cockpit's not answering. Somebody's stabbed in business class. I think we're getting hijacked. What's going on, Betty? Betty, talk to me. Betty, are you there? Betty? I think we might have lost her. Air France 004, je n'ai pas le temps de discuter, break. On devait contrôler l'espace aérien, contrôler le ciel. American 49, veuillez atterrir à Gander. American 49, vous ne comprenez pas. Est-ce que c'était toutes les compagnies? Seulement une ou deux? Seulement aux États-Unis? Vous avez ordre d'atterrir. Vous vous poserez à Gander. Je vous mets dans la file. Non, l'espace américain est fermé au trafic. Les seules options sont Gander et Saint-Jean. US 49, veuillez atterrir à Gander. Vous ne comprenez pas, l'espace aérien américain est fermé. Delta 37, vous n'irez pas à Cincinnati aujourd'hui. Break. L'espace américain est fermé. Je m'appelle Dwayne Puddister. J'habite à Gander, Terre-Neuve. C'était une journée ordinaire. Je me suis levé à 8h30. En chemin, je me suis arrêté pour acheter un café et un petit déjeuner. J'ai pris mon temps pour aller travailler. Aussitôt le matin, c'est très calme. Le type qui était assis dans mon secteur gérait tout l'espace aérien à lui tout seul. Ok, je prends le relais. J'ai pris mon poste, rien de spécial. Quelques avions tout au plus. C'est bon? Mais on savait que tout le trafic était en chemin depuis l'Europe vers l'Amérique du Nord. Les avions arrivaient. Centre de Gander? Je m'appelle Harold O'Reilly. J'étais le chef d'équipe de service le 11 septembre 2001. Quand je suis arrivé, tout était normal. Sauf que je fêtais mes 50 ans ce jour-là. En arrivant au bureau, j'étais surtout préoccupé par ce qui m'attendrait le soir en rentrant chez moi, parce que pour les 50 ans de quelqu'un, en général, il y a une grosse fête avec des guirlandes, jusque dans la rue. Mais ce jour-là, c'est devenu le cadet de mes soucis. American 96-945, affirme reçu. C'était une matinée calme, ordinaire. Comme d'habitude, dans le secteur des arrivées où je travaillais, il y avait 2 ou 3 personnes à cette heure de la journée, avant que ce soit l'enfer. Des images dramatiques d'un accident qui s'est déroulé il y a quelques instants. Vous voyez le World Trade Center à Manhattan, où il y a quelques minutes à peine, un avion, selon certains une petite navette aérienne, s'est écrasé sur les étages supérieurs de l'une des tours jumelles. J'étais dans mon bureau, un des contrôleurs est entré. Harold, Qu'est-ce qui se passe? tu vas pas le croire. Viens voir. On est allé dans la salle de télé. J'ai vu les images du premier avion et pendant que je les regardais... Pour de plus amples informations. Oh, attendez une seconde. Une énorme explosion vient de se produire. C'est pas vrai. C'est pas un petit avion. Non. C'est une catastrophe.
Quand on a vu le deuxième avion, Comment c'est possible? je crois qu'on s'est tous dit, c'est pas un accident. C'est incroyable. C'est une terrible catastrophe. Qu'est-ce que tu fais là? Le type que j'avais remplacé est revenu au centre de contrôle. C'était bizarre. Et il faisait une drôle de tête. À la télé, des avions se sont écrasés sur les tours jumelles de New York. Des petits avions? Ils ne savent pas. Il m'a parlé d'avions qui avaient percuté des immeubles à New York. Ça va être l'enfer à New York aujourd'hui. Il était pâle. Je voyais bien qu'il était très choqué. Il n'arrivait pas à croire ce qui s'était passé. On s'est tous regardés en se disant « Bon sang, si ce sont des missiles, on en a 400 ou 500 autres qui arrivent. » À l'origine, l'aéroport de Gander servait d'escale pour refaire le plein. Surtout pendant la Seconde Guerre mondiale, où il était capital que des appareils puissent atteindre l'Europe depuis l'Amérique du Nord. L'aéroport en lui-même est très grand. À une époque, on avait une piste qui faisait 300 mètres de large. Aujourd'hui, elles n'en font que 60. On en avait aussi une qui mesurait 3200 mètres de long. Gander était même un site d'atterrissage alternatif pour la navette spatiale. Le centre de Gander gère un espace très vaste. Jusqu'au milieu de l'océan, longitude 30 degrés ouest. British Airways 1503. Les vols en provenance de l'Europe débouchent tous au-dessus de Terre-Neuve. On est à la sortie d'un entonnoir. La plupart de ces appareils sont des gros porteurs, avec à leur bord plus de 200 passagers. On est les premiers à les recevoir, à les identifier au radar et à les envoyer vers leurs différentes destinations. Vous êtes identifié. Annoncez le niveau de vol demandé. Ici, l'altitude est limitée à 29 000 pieds ou plus. C'est là que tous ces appareils transitent en route depuis et vers l'Amérique du Nord. Le 11 septembre 2001 était ma première mission en tant que directeur national des opérations. On a appris que le vol American Airlines 77 avait frappé le Pentagone. Voici les images en direct du Pentagone, d'où s'élève un nuage de fumée. Jim Miklaszewski dit avoir entendu une explosion. Je crois que les employés du bâtiment parlent déjà d'une attaque coordonnée très sophistiquée. À ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait absolument faire atterrir tout le monde. On devait contrôler l'espace aérien, contrôler le ciel. Pour autant qu'on le sache, il pouvait y en avoir des centaines d'autres comme ça. À mon sens, c'était autant de missiles sur lesquels on n'avait absolument aucun contrôle. Avec mon équipe, on a débattu longtemps pour savoir si l'armée abattrait un appareil américain transportant des passagers américains sur le territoire américain. Je pensais que c'était impossible, mais le vice-président Dick Cheney a donné l'ordre de tirer après le crash du dernier avion détourné. On ignore qui est à bord. C'était le chaos. On n'avait jamais vécu ça. Ça n'avait jamais été planifié. Avant cet événement, les contrôleurs n'étaient pas préparés à une telle éventualité. À la moindre erreur, on risquait la catastrophe. Je suis retourné dans mon bureau. J'avais compris que ce n'était pas normal. Rapidement, le téléphone a sonné. Contrôle de Gander.
Le superviseur de la FAA de New York m'a dit que l'espace aérien américain était fermé. Ça m'a fait froid dans le dos. J'ai dit, comment ça, il est fermé? Il me l'a répété 2 ou 3 fois, et j'ai fini par comprendre que ce n'était pas seulement New York, mais tout l'espace aérien des États-Unis qui était fermé. Comment on va faire? Harold a appris que l'espace américain était fermé. Il nous l'a annoncé à moi, au directeur de l'espace supérieur et au directeur océanique. Ils m'ont regardé comme si j'étais dingue et ils ont dit « Ils ne peuvent pas faire ça, c'est impossible. Il est fermé, d'accord ?» On ne le croyait pas. C'est une blague ou quoi? Non, c'est bien réel. Et tous les avions qui viennent d'Europe doivent atterrir dans les aéroports les plus proches. Préparez-vous. Don, on a Dwayne qui est de service. D'un seul coup, on avait un travail monumental qui nous attendait et on ne pouvait pas se débiner. Alors on s'est dit « Allez, au boulot ». Comme s'il n'en revenait toujours pas de devoir faire ça. Il m'a dit, tu dois les faire atterrir. Tu crois qu'on peut tous les poser? Il faut poser ces avions immédiatement. Ici. Et s'il n'y a plus de place, à Stephenville ou Moncton. En tout cas, loin des grandes villes. Ok, je m'en charge. N'importe lequel de ces avions pouvait servir à un attentat terroriste. Et le centre de contrôle aérien les dirigeait tous vers notre ville, en ayant parfaitement conscience de cette menace. C'était préoccupant. Nous sommes une petite communauté, et il était hors de question d'envoyer ces avions vers des zones densément peuplées. Il fallait les envoyer là où, si le pire devait arriver, les dégâts seraient moins importants. Ce n'est pas d'un grand réconfort pour les habitants concernés, mais c'est comme ça que ça fonctionne. On a établi des profils d'arrivée à Gander, Saint-Jean, Stephenville, Halifax et Moncton. Aucune compagnie n'était favorisée. On adoptait plutôt la logistique la plus avantageuse pour tout le monde. Désormais, j'étais le premier à communiquer vocalement avec ces avions dans l'espace domestique. Et c'était moi qui devais annoncer le message à chacun. Comment j'allais leur expliquer ça? Est-ce qu'ils allaient me croire? Ou bien me prendre pour un fou? C'était terrifiant. On venait de dépasser le milieu de l'Atlantique quand on m'a transmis un message à Cars. On peut imprimer les messages de la compagnie qui arrivent par satellite. Elle m'a envoyé un message que j'ai conservé dans mes documents de vol. Message du centre de Chicago. 2 avions ont percuté le World Trade Center de New York. Il s'agit d'un détournement. D'autres sont peut-être en cours. C'est tout. Quand on a compris que des avions étaient utilisés comme armes, on s'est mis à cogiter. De quelle ampleur est l'attaque? Est-ce que mon avion est sûr? Tom, prends l'âge. Prenez toutes les mesures nécessaires. J'expliquerai plus tard. Personne ne doit entrer. Frappe le premier qui essaye, compris? Compris. Vous ne devez laisser passer personne. Natacha, à l'époque, les pilotes n'étaient pas armés. Alors, je me suis dit, servons-nous de tout ce qu'on a sous la main dans l'avion pour nous protéger. On a même parlé d'utiliser les extincteurs en cas de besoin pour vaporiser quelqu'un. Tout était bon à prendre. Le pilote s'est adressé aux passagers. D'une voix calme mais sérieuse, il a dit « Il n'y a aucun souci avec notre appareil. » Néanmoins, il y a eu un incident aux États-Unis
et les frontières sont fermées. Nous allons à Gander, Terre-Neuve. J'ai imaginé tout et son contraire. Je savais que c'était très grave. Air France 004, vous n'entrerez pas aux États-Unis aujourd'hui. Northwest 61, je n'ai aucune obligation de vous répondre. Break. Vous ne me comprenez pas, vous devez atterrir. Delta 37, vous n'irez pas à Cincinnati. À cause d'un incident, vous n'entrerez pas aux États-Unis. Vous vous poserez à Gander. Gander, Delta 37. Compagnie injoignable. Devons suivre le plan de vol initial. Vous ne comprenez pas, vous avez ordre d'atterrir. Autorisez position actuelle jusqu'à Saint-Jean. Ils n'iraient pas à Chicago ni ailleurs. Ils ont fini par comprendre. On se pose. En temps normal, ces avions ne font que traverser notre espace aérien et l'organisation est très structurée. Là, on les forçait à se poser sur un aéroport où ils n'avaient jamais mis les pieds. Le trafic océanique est généralement composé de gros appareils de plus de 130 tonnes, avec des centaines de passagers à bord. Ce sont des gros porteurs, des Boeing, des Airbus. Gander n'avait pas l'habitude de voir ce type de circulation, et encore moins à un tel volume. American 49, Gander Centre, transpondeur 2401. Gander Centre, American 49 Heavy. J'écoute American 49. Le matin du 11 septembre 2001, on assurait la liaison Paris-Dallas. Il faisait très beau. On s'est même dit au-dessus de l'Atlantique Nord que c'était une journée magnifique. Pendant la traversée, on avait une radio allumée, qu'on appelle la commune. Elle permet aux appareils de communiquer les uns avec les autres au sujet de la météo, des vents, des turbulences, des événements. Veuillez répéter. Incendie. Au World Trade Center. C'est sur cette fréquence commune C'est là qu'on a vu l'avion. on a entendu quelqu'un dire qu'un avion avait percuté une tour à New York. Aux appareils venant de l'Atlantique US Airways 27. La compagnie nous informe qu'un avion s'est écrasé sur le World Trade Center de New York. Bon, ce n'était pas forcément alarmant à ce stade. On en a discuté, on s'est dit que ce devait être un petit avion. Et puis 20 minutes plus tard, on a entendu... un autre message radio disant qu'un second avion avait percuté une tour. Je suis un ancien militaire. Je sais reconnaître une attaque coordonnée. D'un seul coup, on a vu des appareils faire un demi-tour complet, ce qui n'arrive jamais. Les couloirs aériens de l'Atlantique Nord sont à sens unique. Personne ne fait jamais demi-tour. Immédiatement, j'ai dit à Beverly, et si on faisait demi-tour et qu'on ramenait tous ces gens d'où ils viennent? Elle m'a dit, bonne idée, vois si on peut faire ça. J'allais prendre la radio quand on a entendu sur la commune. On a voulu faire demi-tour vers l'Europe. Le contrôle de Shenwick a refusé. Il refusait qu'on revienne. Je me suis redressé sur mon siège et j'ai réfléchi. Je n'étais pas vraiment préoccupé par le risque qu'un terroriste détourne mon avion. Je réfléchissais à comment j'allais faire pour poser mon appareil et tous mes passagers. Direct Gander, descente niveau 290, prévoyez plus bas.
Continental 23 Heavy, approche Gander. Descendez et maintenez 6000. Continental 23 Heavy. Continental 23 Heavy, autorisé, approche à vue, piste 21. Contactez Tours sur 128 décimal 6. En 2001, j'étais contrôleur aérien à la tour de Gander. Ma mission était de les poser en toute sécurité. Je me tenais ici et je recevais les infos des gens du centre. On se coordonnait de près avec la tour pour les arrivées. Descendez à 6000 pieds. À 10 ou 12 km de la piste, la tour prenait le relais. Continental 23 Heavy, autorisé atterrissage piste 21. Continental 23 Heavy. Autorisé atterrissage piste 21. Continental 23 Heavy, vent 320 degrés, 3 nœuds. Prévoyez temps minimal sur piste et prenez premier taxiway disponible en roulage, trafic en finale. On avait une succession d'avions qui arrivaient à 16 km. Je les voyais alignés jusqu'à plus de 20 km. Ce n'était pas une mince affaire de tous les poser sans le moindre incident. Beaucoup de passagers nord-américains savaient qu'il y avait une crise et qu'ils devaient atterrir. On n'avait pas le temps d'expliquer davantage. Où est-ce qu'on allait mettre tous ces appareils et tous ces passagers? La priorité était de les ramener sur la terre ferme, en utilisant la piste, les taxiways et chaque parcelle de tarmac disponible pour stationner tous ces avions et garder la cadence. Personne ne devait s'immobiliser sur la piste ou sur un taxiway parce que ça allait bouchonner. On avait du monde dans la file. J'étais ici, je regardais les appareils se poser et je leur indiquais l'horaire de parking. Normalement, dans un aéroport de cette taille, le centre de contrôle ne gère pas l'attribution des aires de stationnement. Mais vous vous en doutez, le 11 septembre, cette question était primordiale. En temps normal, les équipes au sol attribuent les places à l'arrivée des avions. Ce jour-là, parce que les agents au sol ne savaient pas où iraient les appareils, ils nous ont dit « Envoyez-les là où vous voulez et on se débrouillera pour y être. » Air Canada 849, laissez passer Delta 767. Roulez parking via Alpha, veillez sol 121 décimal 9. J'ai improvisé. Ils restaient sur la fréquence et ils allaient sur l'air que j'indiquais à l'appareil. Une fois au sol, les questions fusaient. Dites-nous ce qui se passe. Je répondais, je ne peux pas vous le dire exactement, mais manifestement, c'est catastrophique. Après avoir atterri, le commandant Ballard nous a annoncé qu'il y avait eu un attentat terroriste aux États-Unis, que plusieurs avions étaient impliqués et plusieurs bâtiments touchés. Ça a été un choc. J'étais en colère. Et puis je me suis dit, et nous? Qui sont ces passagers? Sont-ils suspects? Sont-ils liés aux terroristes? Je n'en savais rien. Quand on a appris que l'espace aérien américain était fermé, on a compris qu'on serait dévié vers le Canada. Les villes les plus probables étaient Montréal, Toronto, Edmonton, Calgary. On avait assez de carburant pour aller n'importe où au Canada.
American 49, je vous demande de vous poser. Choisissez Gander ou Saint-Jean. J'ai dit à Beverly, pourquoi on ne se poserait pas à Edmonton si on a assez de carburant? Quand ils auront rouvert l'espace aérien, on pourra voler vers le sud jusqu'à Dallas. Gander Center, American 49 Heavy. On aimerait poursuivre notre vol jusqu'à Edmonton. J'ai demandé si on pouvait continuer jusqu'à Edmonton. Normalement, c'est le commandant de bord qui choisit vers quel aéroport il veut détourner son avion. Mais pas ce jour-là. Non, pardon, vous ne comprenez pas. American 49, vous ne comprenez pas. Vous avez ordre d'atterrir. Je reviens dans 60 secondes. Si aucune décision n'a été prise, je la prendrai à votre place. Il n'y avait pas à discuter. On avait ordre d'atterrir à Gander. On ne nous ordonne jamais d'atterrir où que ce soit, mais ce jour-là, si. La tour avait du mal à caser tous les avions. Tout allait très vite. Est-ce qu'on peut en mettre 2 de plus? Encore un? J'avais la tour au téléphone. Combien d'autres peut-on en prendre? Combien vous pouvez en prendre? Je ne sais pas, attendez. Dean, combien on peut en prendre? Si on ouvre une piste, encore 15. 15. Il fallait constamment se coordonner avec la tour, se coordonner aussi avec l'espace aérien supérieur quand les avions le quittaient. J'avais la tour de Saint-Jean au téléphone. Prenez-en 2 ou 3 de plus. C'était de la folie. Oui, vous avez bien entendu. L'espace américain est fermé. Lufthansa 416, vous devez atterrir à Gander. Non, vous ne m'écoutez pas. Il y a une crise à New York, l'espace américain est fermé. La piste 21 était celle sur laquelle tous les avions devaient se poser. C'est celle-ci, là-bas. Tout le monde atterrissait dans cette direction. Tournait à droite sur le taxiway Alpha, presque en bout de piste, et roulait jusqu'au parking. Le problème majeur avec la piste 21, c'est que tout au bout, sur les 450 derniers mètres, il n'y a aucune sortie. Il faut faire demi-tour pour atteindre le premier taxiway. Il fallait qu'il dégage la piste le plus vite possible sans l'embiner sur le taxiway, parce qu'un autre avion arrivait juste derrière. On les séparait pour qu'ils aient le temps de ralentir et de quitter la piste avant que le suivant n'arrive. Et puis, un pilote a été un petit peu plus lent. Sabena 539, Gander Tour. Suivez 747, un nautique en finale. Il était trop lent sur la piste et il n'aurait pas le temps de sortir avant que le Sabena atterrisse. Le Sabena est arrivé trop vite. Trop lourd. S'il ne sort pas de la piste, il ne pourra pas atterrir. On est trop près. Sabena 539, remettez les gaz dans l'axe de piste, montez et maintenez 3000. Sabena 539, identifié radar. Maintenez 5000, tournez à droite, cap 180. Virgin 75, descendez à 2800 pieds. Aucun plan n'avait été établi. On n'avait pas le temps. La circulation était trop importante. Il fallait la gérer. Les contrôleurs purgeaient l'espace aérien supérieur. Emmenez le 747 au 22. C'était comme un nœud qui se resserre. Les pilotes voulaient faire sortir leurs passagers. On sentait l'appréhension dans leur voix. Ils voulaient se poser. Ils craignaient qu'il y ait d'autres terroristes à bord. L'électronique n'arrivait pas à suivre le rythme. Lufthansa 446, estimant 14. Alors on se coordonnait vocalement à l'ancienne.
On se transmettait la position des appareils, qui suivait qui. La coopération entre la tour de contrôle et les aiguilleurs de Gander a permis d'assurer le coup. On savait quel appareil arrivait et où dans la séquence d'arrivée. Cette journée a été intense. Gander centre. Gander, tournez à droite. Air France 004, je n'ai pas le temps de discuter. Gander centre, American 49 Heavy. J'écoute American 49 Heavy. Quand j'ai entré Gander dans l'ordinateur, j'ai vu que j'allais dépasser ma masse maximale à l'atterrissage de 3 tonnes. Les avions à destination du Canada allaient être trop lourds pour se poser. C'était grave. Lorsqu'un avion est trop lourd, il risque de casser son train d'atterrissage et de rester coincé sur la piste avec un excès de carburant. Il fallait qu'ils réduisent leur masse. Une solution consiste à larguer du carburant en vol. Mais les aiguilleurs n'ont pas l'habitude de gérer ça au quotidien. Harold, j'ai un 777 qui doit faire un délestage. Attendez que je vous rappelle. American 49 Heavy, attendons. En général, l'avion est guidé vers une zone isolée. Il doit être suffisamment haut pour que le kérosène s'évapore avant de toucher le sol. Il doit aussi être assez isolé pour qu'aucun autre avion ne traverse l'espace aérien au-dessous de lui à moins de 2000 pieds de distance. Il faut manœuvrer les appareils avec précaution pour conserver des écarts suffisants. Reg, Oui, établis un plan de vol pour un délestage. La moitié d'entre eux va en avoir besoin. ça marche. American 49, on va vous guider vers une zone près de Gander pour la vidange. Attendez. Reçu, Gander. Nous, on voulait faire le plein et rentrer chez nous. C'était ça la mission. Mais la première étape de cette mission avait changé. On devait atterrir en se coordonnant avec les aiguilleurs pour larguer du carburant et abaisser notre masse à l'atterrissage. American 49, contactez Gander Centre, 131 décimal 8 pour vidange. American 49 reçu. American 49, Gander Centre. Volez 50 nautiques nord-est, descendez 18 000 et commencez vidange. Reçu Gander Centre. Nord-est 50 nautiques, descendons 18 000. Ils ont dégagé l'espace aérien ou fait en sorte de me trouver une zone isolée. Ils m'ont donné un vecteur et j'ai gardé ce cap jusqu'à ce que j'ai largué les 3 tonnes en trop. Commençons vidange. Maintenant. L'indice d'octane est élevé, c'est dangereux. Ça peut exploser, prendre feu. C'est catastrophique quand ça se produit. Regarde. Même si ça en choque certains, quand on largue du kérosène à très haute altitude, il se disperse et se désintègre avant même d'atteindre le sol. Gander Centre, American 49 Heavy. Vidange terminée. Reçu American 49 Heavy. Prenez cap 190. Lorsque l'avion a atteint sa masse maximale à l'atterrissage, il est remis en bout de fil et il peut commencer son approche. Ils m'ont ensuite orienté sur 95 nautiques en finale vers la piste 21 de Gander. Air France 004, je n'ai pas le temps de discuter. Il fallait prendre des décisions. Les informations arrivaient très vite. C'était trop pour une seule personne. C'est une petite ville. Ceux qui étaient en congé ont décidé de revenir travailler. Ils savaient qu'on avait besoin de renforts. De 2 ou 3 personnes, on est passé à 14. Content de te voir. Excusez-moi donc. Ils se sont serrés les coudes sans rivalité, sans animosité, sans dispute. Ils étaient tous solidaires. Quand un aiguilleur était débordé, un autre le soulageait de quelques avions. Ça faisait chaud au cœur de voir qu'une fois tout le monde au courant, on a même dû refuser certains aiguilleurs qui voulaient revenir travailler. On ne pouvait pas laisser les émotions prendre le dessus. Négatif. Négatif. Même si c'était dur, il fallait gérer la situation. On ne pouvait pas arrêter et dire « j'en ai assez ». C'était un ballet savamment orchestré. On préparait les manœuvres d'approche en descendant à une altitude moins élevée.
C'était intéressant de voir ce petit aéroport avec une longue file d'avions en finale. On aurait dit l'aéroport de Dallas en plein été à l'heure de pointe. Ce n'était pas normal, et on allait atterrir là. American 49 Heavy, autorisé atterrissage, piste 22. American 49, autorisé atterrissage. En général, on commence l'approche finale à 15 000 nautiques. J'ai fait la mienne à 95, ce qui faisait de moi l'un des derniers avions à se poser. J'étais le 36e des 38 gros porteurs qui se sont posés ce jour-là. American 49, vous allez devoir faire un 180 et remonter la piste 4, sortie à droite. Il nous faut des renforts, je vous dis. On a d'abord rempli le parking principal parce qu'on ne savait pas combien d'avions on allait avoir. Gander Tour, il y a beaucoup d'avions. Pas évident pour un appareil de cette taille. Je ne sais pas quoi vous dire, il n'y a pas d'autre endroit. Il y avait des avions partout. Ils stationnaient sur les taxiways, sur la piste, tout autour du terminal. Je ne voyais pas où j'allais me mettre. Il y a une vieille piste abandonnée au milieu de l'aéroport qui date de la Seconde Guerre mondiale. On y a stationné quelques appareils. Quant à la dernière douzaine à atterrir, on les a stationnés sur notre dernière piste en activité, parce qu'à ce stade, on n'avait plus aucune place. Cet aéroport avait déjà accueilli autant d'avions, voire plus. Mais pas des gros porteurs. Voilà pourquoi c'était unique. Il n'y avait que des gros porteurs, que des géants. Je m'appelle Barbara Fast. En 2001, j'étais directrice des renseignements pour les forces des États-Unis en Europe basées à Stuttgart, en Allemagne. J'avais un téléphone tribande. À l'époque, seuls ces appareils fonctionnaient aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Ici, Fast, qu'est-ce qui se passe? Mon bureau m'a informé que 2 gros avions de ligne s'étaient écrasés sur le World Trade Center. Quelle horreur. Peu après l'atterrissage, une passagère a demandé à venir dans le cockpit. Commandant? Elle disposait d'informations que personne d'autre n'avait. Le commandant Bass a semblé apprécier que je la mette au courant. Dans ce genre de situation, je crois qu'il est normal de vouloir savoir ce qui se passe. On s'est démené pour qu'elle soit retirée de notre manifeste et pour lui trouver un avion pour l'Allemagne. Elle a pu décoller le lendemain. Il fallait encore régler certaines questions de sécurité avant de laisser quiconque descendre de l'avion. On ne savait pas combien de temps ça allait durer, ni s'il s'agissait uniquement d'un problème logistique à l'aéroport. On ne savait pas combien de temps l'espace aérien américain serait fermé, ni si les passagers allaient ou non débarquer. Imaginez des gens venus de partout dans le monde, originaires de tous les milieux, toutes les langues, toutes les religions, tous les états de santé. C'était autant de problèmes qu'il fallait gérer. Pour le moment, vous vous en doutez tous. Il y avait beaucoup de stress, de peur, d'incertitude. Je n'ai pas eu confirmation. Personne n'avait pu descendre. D'ailleurs, ils allaient rester à bord pendant de longues heures encore, parce que le risque qu'il y ait une bombe ou des terroristes à bord était toujours présent.
Je peux vous dire qu'ils ne vont pas prendre le moindre risque. Reçu. C'est le dernier. Quand tout a été terminé, j'ai regardé le radar. Il ne restait plus que 2 avions, 2 appareils militaires. Un sur la côte ouest des États-Unis, l'autre sur la côte est. C'était troublant. Il n'y avait plus aucun avion dans le ciel. Le centre est toujours en effervescence et là, plus rien. Les écrans radars étaient vides. Le silence était assourdissant. C'était presque impossible à croire. C'était très touchant de voir tout le monde soulagé d'avoir réussi. Je ne l'oublierai jamais. Beau travail, Harold. Oui, beau travail. Ça a été rapide, quelques heures effrénées. Et puis, tous les avions étaient au sol. Je n'ai vécu ça qu'une seule fois. Il n'y a plus un seul avion dans le ciel. Ces aiguilleurs sont de vrais héros. Ce qu'ils ont fait, personne ne l'avait fait avant eux. Ça n'avait jamais été répété ni même envisagé. Ça a été leur Coupe du Monde, leur Super Bowl, leur moment de gloire. Ils ont réussi un exploit magistral. L'idée qu'on échoue ne m'a jamais effleuré. Pour moi, ce jour doit servir d'exemple pour montrer qu'il est possible de s'entraider et d'accomplir quelque chose tous ensemble. Ça a été un tournant dans ma vie. Il y a eu un avant et un après le 11 septembre. Des innocents ont été tués. Je ne comprends pas que des humains puissent commettre de telles choses. Mais il y a aussi eu du bon pour contrebalancer l'horreur. Espérons que le bien triomphe toujours.